savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur, Allons-y. moteur. Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Samuel. Et cette semaine, on parle du film Materiality, sorti le 2 juillet dernier, un film de Céline Song. Il est encore visible en salle. Donc c'est une sorte de Jules et Gilles new-yorkais, et bien friqué, j'ai envie de dire, qui raconte l'histoire de Lucy, jouée par Dakota Johnson, matchmakeuse. Nouveau nom dérivé du mot match des applications de rencontres, puisque, pour parler plus simplement, Lucy est marieuse. Elle travaille pour une agence matrimoniale aux allures de start-up qui, sans vraiment le dire, ne travaille que pour une clientèle huppée. En effet, Lucy est chargée de dénicher le meilleur parti possible, notamment sur le plan financier, pour ses clientes et ses clients. Célibataire depuis qu'elle s'est séparée de John, joué par Chris Evans, feu Captain America dans les films Marvel, au cours d'un mariage d'une de ses clientes, elle se fait draguer par Harry, l'inoxydable Pedro Pascal, qu'on retrouve partout désormais, riche trader new-yorkais. Mais Lucy, à ce même mariage, croise en tant que serveur son ex-petit ami John, joué par Chris Evans. Vous l'avez compris, dès lors, une sorte de triangle amoureux va se former entre les trois personnages. Materiality est le deuxième film de la réalisatrice canado-sud-coréenne Céline Song. Après le très remarqué Past Lives en 2023, le film avait reçu un accueil public et critique très favorable et même couronné d'une nomination à l'Oscar du meilleur film. Eh bien, commençons la discussion. Aurélie, qu'est-ce que tu as pensé de Materiality? Alors je trouve que c'est un film déjà qui se regarde bien, mais j'ai un avis quand même plutôt mitigé sur ce film. J'ai trouvé le sujet intéressant, actuel. La question des rencontres à l'ère des applications, des émissions de dating, des téléréalités, Love is Blind, Marié au premier regard et compagnie. Donc c'est une question qui mérite d'être posée et qui mérite quand même réflexion, mais je trouve que Céline Song traite cette question des rencontres de façon trop désincarnée. J'ai trouvé le positionnement de la cinéaste assez hors sol, mais ça peut sûrement parler à des gens qui vivent dans l'ultra-luxe new-yorkais, qui est quand même une petite minorité, puisqu'en fait il est question d'une agence qui propose des rencontres, comme tu l'as dit, de luxe entre new-yorkais plutôt fortunés. Et j'ai eu du mal à m'identifier aux personnages, à leurs choix, à leur mode de vie, et le positionnement de la cinéaste m'a semblé vraiment abstrait, comme s'il manquait une vraie plongée dans le réel, quoi. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a une satire ou pas de ce milieu socio-économique new-yorkais très aisé? Parce que pour expliquer, effectivement, j'allais dire c'est un film bourgeois. En tout cas, c'est un film dans lequel il n'y a que des ultra riches. Et moi, c'est vrai que, mais je pense que ta gêne vient de là, si j'ai bien compris aussi. Enfin, on a ressenti la même chose. C'est un film quand même à l'esthétique très léché. Tout le monde a de très beaux appartements. Tout le monde est beau, notamment le trio, enfin, Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal. Donc bref, pour revenir à ma question, est-ce que le film est vraiment satirique sur ce milieu économique-là? Je sais pas. Je trouve quand même qu'il y a une satire. Il y a une satire du milieu, une satire aussi de cet univers du dating. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le seul point intéressant du film. Oui, j'allais y venir. C'est vrai que le film peut se lire pour moi, je sais pas ce que t'en penses, comme une comédie grinçante, un peu sur les rencontres amoureuses aujourd'hui, puisque, et je suis d'accord avec toi, c'est la seule idée, je trouve, intéressante du film. Moi, j'ai interprété ça comme, en fait, le film nous montre que l'amour, c'est un marché, en fait. Presque au sens bourdieusien, enfin, défini par le sociologue français Pierre Bourdieu, dans lequel chacun a une valeur et un positionnement, et les individus se jaugent les uns par rapport aux autres pour savoir quel est leur positionnement au sein de ce marché de l'amour. Oui, donc il y a une réflexion sociologique et aussi anthropologique avec la scène initiale où on a ce couple des cavernes. Donc elle ancre vraiment sa réflexion, mais je trouve de façon assez superficielle avec cette scène où on a un couple des cavernes. L'homme de Cro-Magnon offre un bouquet de fleurs à cette femme Cro-Magnon. et ensuite il lui passe une bague en fleurs. Et donc oui, il y a une réflexion anthropologique, mais
qui selon moi va pas assez loin. Et au sein donc de ce marché de l'amour, le personnage de Dakota Johnson, Lucy, en fait, elle est chargée donc de faire en sorte, comme on dit, que les gens matchent en fait. Et là où c'est assez horrible, c'est que j'ai l'impression que son métier en fait se nourrit de l'horizon d'attente, notamment des femmes, c'est-à-dire de cet horizon d'attente où elles attendent le prince charmant en fait. Il y a quelque chose de très cruel, j'ai trouvé là-dedans, et de satirique, c'est vrai, pour revenir à ça. Oui, tout à fait. Il y a aussi cette idée un peu du conte de fées, on attend le prince charmant. Et toute la première partie du film vise un peu à détruire aussi ce mythe-là. Oui. Mais finalement, la deuxième partie joue le jeu complètement du conte de fées, avec la fin conte de fées, où finalement elle trouve son prince charmant. Moi, alors, ce qui m'a gêné dans le film aussi par rapport à ce que tu viens de dire, ça m'y fait penser, c'est que on a une première partie comédie grinçante. Alors, tout d'un coup, il y a un revirement dans le film. C'est vrai qu'il est assez, je sais pas si c'est hypocrite, mais qui est très mal amené, et qui m'a beaucoup questionné. Et effectivement, on finit le dernier tiers. Là, en gros, comédie de remariage, enfin, en tout cas, la romance de remariage, voilà, qui est un genre classique dans le cinéma américain. Oui, donc pour expliquer, il y a un revirement au milieu du film. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais en fait, une des clientes de Lucy se fait agresser sexuellement au cours d'un date que Lucy a pourtant organisé pour elle. Et à partir de là, j'ai l'impression que Lucy prend conscience de la cruauté de son métier et des risques qu'il incombe. Oui, d'ailleurs, il est toujours question de risque. Et peut-être aussi, ce revirement, c'est aussi une prise de conscience qui rejoint un peu la satire. Finalement, on est dans un monde d'apparence qui n'est pas un monde suffisant, puisque on a cette satire avec la demande des clients, avec, par exemple, voilà, les hommes doivent faire minimum 1m75, surtout ne pas mentir sur leur taille, car ils finissent par se faire incendier par les clientes mécontentes. Les femmes ne doivent pas dépasser la taille 36 parce que sinon elles sont immédiatement considérées comme grosses et se font rejeter. Et donc on montre déjà dans cette partie satirique, voilà, que le dating tourne autour des apparences, du physique, qui donne donc une certaine valeur au produit marchand, le ou la cliente, et que l'argent compte d'ailleurs encore plus. Et finalement, cette agression, c'est le point de bascule où on se dit mais ces apparences-là, c'est pas suffisant parce que ça nous permet pas de savoir qui est véritablement cette personne au-delà du produit. C'est intéressant, j'avais pas du tout pensé à cette interprétation-là parce que je sais pas si t'as compris ma position, mais moi jusqu'à présent, je trouvais que la greffe ne prenait pas entre la comédie grinçante sur le dating, entre guillemets, et ce film un peu, entre guillemets, MeToo sur une agression sexuelle qui, je trouvais, vraiment venait plomber, entre guillemets, le film. Enfin, je trouve que la greffe prenait pas entre, voilà, la comédie grinçante et tout d'un coup un sujet beaucoup plus sérieux en fait. Mais ton interprétation est intéressante entre les deux. Oui, après c'est vrai que c'est un prétexte finalement pour pousser. Moi je l'ai vu plutôt comme un prétexte parce qu'il est pas vraiment exploité. Mais c'est un prétexte pour ensuite déclencher chez le personnage principal une espèce de prise de conscience. Et également, j'ai trouvé aussi que donc il y a une satire sur bien sûr toutes ces apparences et cet univers du dating, mais aussi j'ai trouvé que la réflexion aussi sur l'amour, parce qu'il est quand même question de dating, mais aussi beaucoup d'amour. Oui, ça discourt beaucoup sur l'amour. Sur l'amour, mais finalement, il nous dit pas grand-chose de l'amour. Moi, j'ai pas très bien compris ce qu'elle appelait l'amour pendant tout le film. Et le choix final de l'amour, elle nous dit pas vraiment. Je suis pas ressortie de ce film en me disant tiens, j'ai compris quelque chose sur l'amour, quoi. Pas du tout. On est vraiment resté dans les clichés, je trouve. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et en fait, voilà, comme je disais, il y a un premier aspect sociologique assez intéressant. Et d'ailleurs, il y a l'idée quand même que les différences entre les classes sociales sont indépassables dans les relations amoureuses. Et c'est assumé comme tel par le film. Mais c'est vrai que c'est quand même peu à peu abandonné. Et il y a cette espèce de résolution, comme on disait, où, en gros, pour résumer rapidement, Lucy a une vague relation avec le personnage joué par Pedro Pascal, mais elle finit par revenir avec John, joué par Chris Evans, son premier amour. Et le film finit sur un espèce comme ça, un éloge du mariage. Enfin, moi, ça m'a beaucoup, ça m'a déçu parce que j'avais l'impression que le film, en fait, n'allait pas au bout de sa logique. Oui, et puis même le dilemme du personnage principal, donc de la marieuse Lucy, son dilemme est un peu simpliste. Épouser un riche, Harry, le riche financier qui la fascine, avec, je trouve, des faux airs de Christian Grey, le personnage milliardaire dans la fameuse dark romance 50 nuances. Oui, parce qu'il faut expliquer que Dakota Johnson était l'actrice principale de cette trilogie, c'est ça? Oui,
Et je Ouais. trouve qu'en fait, elle rejoue un peu le même film. Donc le dilemme, c'est épouser le riche ou épouser le pauvre, l'ex-canon pour lequel elle éprouve toujours des sentiments très évidents dès le début du film. Je suis d'accord avec toi. Les scènes chez John qui sont des espèces d'inserts dans la pauvreté entre guillemets, j'ai trouvé ça assez gênant. Surtout que je sais pas si t'as remarqué, mais c'était toujours fait sur le mode comique en fait chez lui. Ouais. Ouais. Et puis bon, on s'est épousé un riche, en fait, ça revient à dormir dans des draps en soie. D'ailleurs, il y a des plans quand même très insistants sur les draps. C'est vivre dans un appartement de catalogue de décoration, avec des plans très soignés, comme tu l'as dit, voilà, sur l'énorme bibliothèque impeccablement rangée, la belle cuisine, etc. Partir sur un coup de tête en Islande, avec un mec qui veut te faire voyager partout et t'en mettre plein la vue, un peu comme Christian Grey qui te fait voyager en hélicoptère privé pour t'éblouir. Et donc j'ai trouvé cela très caricatural. On ne sort pas de la romance habituelle à l'américaine, avec le mec beau, riche, qui fascine la jeune femme venant d'un milieu plus modeste et qui rêve finalement de vivre aussi son rêve américain, de son ascension sociale. Et donc épouser un pauvre, c'est encore une fois très cliché, vivre en coloc, à plus de 30 ans passés, avec ton coloc qui laisse sa capote dans la cuisine, ne pas pouvoir se payer une place de stationnement en ville car $25, c'est trop cher. Ces représentations-là, je les ai trouvées un peu pauvres. Oui, ou du moins pas très intéressante sur le plan cinématographique. Aussi, moi, ce qui m'a un peu déçu, pour aborder un autre sujet, c'est que, donc comme je disais, on partait sur la comédie grinçante, et puis au fur et à mesure, le film devient assez psychologique. Le film vraiment verse là-dedans. J'ai l'impression que, au fur et à mesure, elle veut aller vers le cinéma de Woody Allen, qui est le cinéma new-yorkais des rencontres amoureuses par excellence. Et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'en fait le film devienne de plus en plus explicitement psychologique. Et comme il se veut de plus en plus psychologique, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il est de plus en plus bavard. Ça m'a assez dérangé et je pense qu'on peut lier ça à ce cadre très léché auquel on n'adhère pas du tout, ni toi ni moi. C'est que du coup le film tout d'un coup devient assez corseté, n'a plus de spontanéité et il n'y a pas du tout d'improvisation en fait. J'ai l'impression que tout est écrit et tout est explicité constamment par les discours des personnages. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce côté un peu psychologique, je trouve que ça reprend un questionnement très traditionnel des romans anglais Oui. de Jane Austen, Charlotte Brontë, qui mettent en scène des héroïnes qui doivent faire des choix amoureux, le cœur ou la raison, selon les attendus de la société. Et donc, on rentre vraiment dans le côté psychologique, mais Céline Song cherche, j'ai l'impression, à appliquer cette recette du roman anglais au monde moderne, mais de façon très maladroite, puisqu'elle n'offre pas vraiment de nouvelles perspectives, n'analyse pas assez l'amour et ce qu'est la vie de couple en 2025. Elle veut faire du psychologique, mais finalement avec des platitudes ou en restant dans un questionnement très traditionnel. Oui, bah c'est ça rejoint ma déception sur la conclusion, où il y a cette espèce d'éloge du mariage. Enfin, tout d'un coup, à la fin du film, l'institution du mariage reprend de la force face au dating et par là aussi ce que serait la vraie rencontre amoureuse, la rencontre des âmes sœurs. Et c'est vrai que c'est assez dommage. Et moi aussi, ce qui m'a marqué, c'est l'absence de sexualité. Et je pense que ça va aussi avec ce cadre très léché, ce côté très corseté dans le film. Enfin, c'est un film quand même sur les relations amoureuses et contemporain, comme tu l'as dit. Il y a aucune forme de désir, de sensualité et d'érotisme en fait dans ce film-là. Oui, en fait j'ai remarqué que, il n'y a pas du tout de. C'est un film très prude en fait, j'ai l'impression. Disons que avec donc sa relation avec le riche là, comment il s'appelle Harry, joué par Pedro Pascal. Donc la relation avec le riche Harry. C'est vrai que là, les scènes de sexe ne sont pas du tout montrées. Elle montre ça en hors-champ. Montre ça en hors-champ, voilà. Et mais par contre, il y a en effet quand même une forme de sexualité avec John, voilà, le pauvre John. Et donc là, on voit une forme de sexualité, mais effectivement, c'est une sexualité quand même très très timide. Voilà, quand ils s'embrassent, c'est un baiser vraiment juste posé comme ça sur les lèvres. Je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai quand même constaté une différence en fait entre la relation qu'elle a avec Harry et la relation qu'elle a avec John, qui est quand même plus érotique et cet érotisme-là est plus montré. Ça m'interroge quand même beaucoup qu'elle est complètement oblitérer la question de la sexualité dans ce film quand même qui veut parler des rencontres amoureuses aujourd'hui. Oui, et peut-être que ça dit quelque chose de, je sais pas, peut-être sa vision de l'amour. Ou de notre époque. Ouais, c'est-à-dire je sais pas, c'est vrai que, là j'ai en tête notamment, alors là c'est plutôt un cas français, mais il me semble que il y a des chiffres comme ça un peu généraux comme quoi les Français font de moins en moins l'amour.
Mais après, si on creuse un peu l'enquête, on se rend compte que les sexualités en fait ont évolué. Bref, on s'éloigne du film. Je demandais pas à ce que le film soit une enquête sur la sexualité contemporaine, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette absence-là qui me questionne en fait et me dérange un peu. Oui. Bon, c'est vrai que moi, c'est pas forcément un point qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a plutôt dérangé, c'est qu'elle ne pose pas du tout la question du quotidien. C'est-à-dire qu'au début du film, Céline Song met en scène les tensions antérieures du couple formé par Lucy et John, son ex, confrontés donc aux écarts sociaux, aux frustrations, aux conflits que cet écart engendre. Et pourtant, elle choisit de les réunir à nouveau à la fin du film, sans vraiment aborder des questions concrètes, la question concrète du quotidien. C'est-à-dire, je trouve que le film élude complètement les vraies difficultés de la vie à deux, quand l'amour ne suffit pas à combler un décalage profond dans le mode de vie. Elle ne dit ni comment vivre avec quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'un partenaire, ni comment affronter les frustrations, l'amertume ou l'usure. Et en fin de compte, la cinéaste parle beaucoup d'amour, mais sans jamais vraiment en dire quelque chose de concret de cette vie à deux. Et c'est plutôt ça qui m'a gênée. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un aspect auquel j'avais pas forcément pensé. Pour revenir un peu à la dimension sociologique du film et la manière dont on a caractérisé les personnages jusqu'à présent, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que j'ai l'impression que chaque personnage représente, si ce n'est une classe sociale, du moins un sociotype, d'une certaine manière. Dans le sens où, bon, John, en fait, c'est le prolétaire. Il vit la force de son travail. Il fait un métier de service et physique. On l'a pas dit, mais il est donc serveur, enfin on l'a mentionné qu'une fois. Et Lucie, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est l'employé du tertiaire qui travaille pour une clientèle aisée, mais elle vient d'un milieu modeste. Et donc ce qui est intéressant dans le personnage de Lucie sur le plan sociologique, c'est que elle est en fait entre deux. Elle fait un peu le go-between entre les classes sociales et elle sait s'adapter. Donc ça, j'ai trouvé ça, en fait, quand j'y pense, là, j'ai trouvé ça assez intéressant dans sa caractérisation en tant que personnage. Oui, j'ai trouvé ça dommage que du coup ce personnage soit résumé à ce dilemme, choisir entre un homme ou un autre, alors que justement c'est une femme qui visiblement est capable de s'en sortir très bien aussi toute seule. Et le fait de la laisser dans un dilemme très traditionnel, oui, qui date quand même du 19e siècle, des romans du 19e siècle, j'ai trouvé ça un peu désuet. Bon, eh bien, on finira sur ce triangle amoureux qui nous a déçus. Merci beaucoup Aurélie. Merci. À bientôt. Ouais, à bientôt.